Bien, donc l'après-midi va être divisé en trois. Une première session va porter principalement sur les politiques de développement telles que énoncées et réalisées par les États avec leurs partenaires en développement. Ensuite, nous aurons une pause café qui permettra des échanges entre nous, informels, et ensuite une deuxième session qui, elle, portera sur le rôle et les difficultés du secteur privé dans le développement de l'Afrique. Pour la première session, donc, Emmanuel Pinto Moreira va brosser le tableau de la situation africaine. Où en étions-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous avec l'impact de la Covid-19? Ensuite, le professeur Yves Gégourel va traiter plus particulièrement de la question des matières premières. On sait que les matières premières sont essentielles pour un certain nombre de pays africains, que ce soit pour les recettes d'exportation, les recettes fiscales. Et on voit bien que la croissance économique globale fluctue au gré des matières premières. Le professeur Gégourel est le co-directeur de Cyclope, qui est donc une publication régulière sur les matières premières et qui fait autorité mondialement sur le sujet. Ensuite, l'ambassadeur François Pujolas nous parlera des partenariats économiques franco-africains. François a été ambassadeur dans un certain nombre de pays, au Ghana, en République démocratique du Congo. Il a une grande expérience. Il parlera bien sûr des partenariats franco-africains, mais devra, je pense, également élargir un peu son propos pour que l'on voit comment les partenaires en développement de l'Afrique pensent et agissent aujourd'hui. Ça a été rappelé en propos liminaires, notamment par Patrick Guillaumont. Les bonnes nouvelles d'Afrique ont été lancées en 2012, bientôt 10 ans. Et en 2012, nous étions sur un trend de croissance de l'ordre de 6%. Et la Banque mondiale annonçait même que l'Afrique allait pouvoir faire mieux et atteindre 7%, et que finalement, on était en Afrique, pour un certain nombre de pays, au seuil de l'émergence. Depuis, les choses ont changé pour une série de facteurs, les matières premières, comme on l'a dit, la pandémie naturellement, et le rythme de croissance de l'Afrique a baissé notablement, même si, cela a déjà été dit, finalement, l'Afrique a fait preuve de résistance, de résilience au choc de la pandémie. Donc, nous sommes à un moment où il y a à la fois, je dirais, une sorte de facteur conjoncturel qui est lié à la pandémie, et puis peut-être des forces plus profondes qui se manifestaient avant le déclenchement de la pandémie et qui peuvent expliquer ce ralentissement de croissance que l'on a observé dès 2015. Voilà, c'est l'arrière-plan général, et je vais donc demander à Emmanuel, donc directeur des économies africaines à la Banque africaine de développement, qui suit de très près les économies africaines. Difficile sur l'Afrique de raisonner de manière
trop lointaine, avoir le point de vue de Cyrus. On a dit ce matin, parlant de l'agriculture, président Hahn disait qu'il y a 54 politiques agricoles en Afrique. Il y a certainement, même si des classements peuvent être faits, 54 conjonctures et structures économiques en Afrique, avec des chocs communs, des réactions communes, mais également, bien sûr, des spécificités propres à chaque pays ou à chaque zone. Cher Emmanuel. Merci beaucoup, Serge. Je vais aujourd'hui passer essentiellement 4 messages pour pouvoir synthétiser la situation économique, financière de l'Afrique aujourd'hui, mais également les perspectives en 2022 et 2023. Alors, le premier message que je voulais passer, c'est qu'il y a aujourd'hui une reprise de la situation économique, donc une reprise de la croissance économique en Afrique. Reprise nette et des perspectives également plutôt favorables. Alors, avant d'expliquer ce qui se passe aujourd'hui, permettez-moi peut-être de repartir un peu en 2020, lorsqu'il y a eu le choc du coronavirus, qui a durement frappé les économies africaines, il faut le dire. Comme le disait tout à l'heure le professeur Patrick Guillemot, peut-être que le choc sanitaire n'a pas été très fort, en ce sens qu'à part peut-être l'Afrique du Sud et les pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie, qui ont été frappés, l'Afrique subsaharienne, au niveau donc du choc sanitaire, eh bien, il a été plus ou moins contenu. Moi-même, j'étais encore en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a eu le choc du coronavirus, donc en 2020. Le gouvernement ivoirien était préparé, n'est-ce pas, en mettant des lits d'hôpitaux un peu partout. Et Patrick Hachi, le Premier ministre avec qui j'ai travaillé ces derniers temps, disait qu'au bout de 3-4 mois, ils se sont rendus compte que finalement les lits étaient vides. Bref, il n'y a peut-être pas eu un choc considérable au niveau sanitaire, mais le choc économique, par contre, lui, a été considérable parce que déjà, si on prend quelques chiffres, la croissance économique a chuté fortement. Il y a même eu une récession. Pour la première fois depuis 25 ans, et même depuis peut-être 50 ans, eh bien, les pays africains, tout le continent est rentré en récession avec un taux de croissance négatif de moins 2,1%, comparé à 2019 où la croissance était positive à 3,3%. Ça, c'est le premier chiffre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les régions de l'Afrique, comme disait tout à l'heure Serge de Galès, je pense que c'est difficile de généraliser. Donc, toutes les régions de l'Afrique ont connu une récession. Aussi bien l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. La seule région qui a gardé un taux de croissance positif, c'était l'Afrique de l'Est avec 0,7%, comparé à 2019 où ils étaient déjà à plus de 4%. Pourquoi ? Parce que les économies d'Afrique de l'Est sont relativement un peu plus diversifiées. Les pays comme le Kenya, l'Éthiopie, le Rwanda, mais également aussi parce qu'elles ont mis en place beaucoup de réformes qui ont été appliquées. Donc, 0,7%, il y a une décroissance, c'est vrai. Par contre, l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud, est très vite rentrée en récession avec un taux de croissance négatif de l'ordre d'à peu près moins 7%. La même chose pour le Botswana, également en récession avec un taux de croissance négatif de quasiment moins 8%, dû essentiellement à la chute des produits que ces pays exportent, les métaux précieux, etc. Comme vous savez, le choc du coronavirus est à la fois un choc d'offre et un choc de demande. On pourra revenir tout à l'heure dans les discussions. Deuxième problème, c'est essentiellement les déficits budgétaires et les déficits du compte courant qui ont fortement augmenté. Le déficit budgétaire, par exemple, de toute l'Afrique a augmenté, a doublé de 4% à 8% en une année, donc en 2019 et 2020. Peut-être que le problème le plus important a été l'augmentation de la dette. L'endettement s'est envolé, n'est-ce pas, en 2019 et 2020, de plus de 10 points de pourcentage. Par exemple, l'Afrique subsaharienne, la dette a augmenté de 6 points de pourcentage, se situant à 53% du PIB. L'Afrique du Nord, la dette a augmenté de plus de 12 points de pourcentage pour se situer à peu près à 88%. Donc, tout le continent, la dette a augmenté de plus de 10 points de pourcentage pour se situer à plus de 70% du PIB. Alors, peut-être que aussi
le choc le plus important, le choc du coronavirus, son impact le plus important s'est ressenti sur la pauvreté. Les études de la Banque mondiale, du FMI et même de la Banque africaine de développement indiquent que le coronavirus s'est traduit par le fait qu'il y a eu plus de 40 millions d'Africains qui ont été poussés vers l'extrême pauvreté. 40 millions d'Africains, c'est comme si vous additionnez toute la population du Sénégal et toute la population de la Côte d'Ivoire. Vous voyez donc que c'est énorme, n'est-ce pas? Plus de 40 millions dans l'extrême pauvreté. Mais comme on est dans le cadre des bonnes nouvelles d'Afrique, la bonne nouvelle, c'est que très rapidement, comme je disais tout à l'heure, il y a une reprise. En 2021, par exemple, la Banque africaine de développement montre que la croissance est de retour. Un taux de croissance pour toute l'Afrique de l'ordre de 3,4%. Et même en 2022, l'Afrique devrait avoir des taux de croissance de l'ordre de 4,6 à 5%. Ça, ce sont les chiffres de la Banque africaine de développement. Alors, ces chiffres sont confirmés par la Banque mondiale. Le Africa Pulse, qui est en train d'être discuté, et le professeur Guillaume et le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin faisaient allusion tout à l'heure aux assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI, eh bien, j'ai eu la chance de lire l'Africa Pulse, qui est en train d'être discuté actuellement par des collègues, des anciens collègues à moi, eh bien, indique que l'Afrique subsaharienne devrait avoir un taux de croissance en 2021 de l'ordre de 3,3%, et même en 2022, on pourrait avoir 3,5%, et en 2023, 3,8%. Donc, les chiffres de la Banque africaine de développement sont confirmés par les chiffres de la Banque mondiale, et même par les chiffres du Fonds monétaire international, le World Economic Outlook, c'est-à-dire les perspectives, comment dirais-je, de l'économie mondiale, que le FMI, n'est-ce pas, est en train de présenter actuellement. Bonne nouvelle, bonne perspective aussi, parce que effectivement, les trois plus grosses économies d'Afrique subsaharienne, que sont donc à la fois l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui les trois représentent à peu près 60% du PIB de toute l'Afrique subsaharienne, et bien, il y a une reprise économique dans ces trois pays. Par exemple, l'Angola sort pour la première fois depuis 5 ans, donc de la récession, avec un taux de croissance positif de 0,4%. L'Afrique du Sud également connaît un taux de croissance positif de l'ordre de 4,6% et le Nigeria 2,4%. Alors la question fondamentale, c'est de se dire quels sont les facteurs qui expliquent que l'Afrique, n'est-ce pas, aujourd'hui, est en train d'enregistrer des taux de croissance relativement positifs, même si ces taux restent quand même relativement faibles si on compare au taux de croissance de la population. Ça, c'est aussi important à dire. Alors, il y a essentiellement 3 facteurs. Le facteur extérieur, qu'on qualifie souvent dans le jargon de la Banque mondiale, de bonne chance. Les facteurs internes, qui sont essentiellement des bonnes politiques qui ont été appliquées, et également l'aide de la communauté internationale. Le premier facteur, donc, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier de bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Parce que entre 2000 et 2015, il y a eu une forte augmentation des prix des matières premières, n'est-ce pas? Et nous avons un spécialiste des matières premières qui interviendra sur cela tout à l'heure. Mais à partir de 2015, il y a eu une chute brutale des matières premières, n'est-ce pas? On a parlé du fameux commodity price super cycle, c'est-à-dire le super cycle des matières premières, n'est-ce pas? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que le coronavirus s'est traduit par une chute des prix des matières premières, mais on enregistre une reprise. Par exemple, vous avez suivi peut-être hier que les prix du pétrole sont à peu près à 85 $, le baril. Or, des pays comme le Nigeria, l'Angola, le Gabon, etc., qui sont des pays exportateurs de matières premières, notamment du pétrole, n'est-ce pas, en profitent donc. Il y a une reprise aujourd'hui, une forte augmentation des matières premières. D'ailleurs, aujourd'hui, Goldman Sachs parle, n'est-ce pas, d'un nouveau super cycle des matières premières, ce qui donne donc des perspectives positives. Donc ça, c'est un premier facteur qu'on qualifie de bonne chance. Et également la réouverture donc, des frontières avec le tourisme qui a repris. Les pays comme, par exemple, les Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert et même le Maroc, la Tunisie, qui dépendent fortement, n'est-ce pas, du tourisme, eh bien, ont eu cette bonne chance que les frontières ont ouvert, donc le tourisme reprend. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'il y a également ce qu'on appelle les bonnes politiques qui ont été appliquées, n'est-ce pas? Il y a par exemple l'allègement des restrictions sur, comment dirais-je, le coronavirus. Tout ce qui est les mesures qui avaient été prises ont été rapidement, comment dirais-je, allégées.
mais également quelques réformes structurelles importantes. Par exemple, au Nigeria, il y a eu la réforme des subventions des prix du pétrole. Donc, ils ont saisi la situation du coronavirus pour, n'est-ce pas, faire ces réformes. C'est également la même chose en Éthiopie, qui a ouvert le marché, n'est-ce pas, des télécommunications au secteur privé. Donc, ces mesures-là, plus les mesures qui avaient été déjà prises par plusieurs pays africains avant même le coronavirus, font qu'aujourd'hui, il y a une reprise. Et troisième facteur important qu'il faut souligner, c'est aussi l'aide de la communauté internationale. Par exemple, la BAD a mis tout de suite en place un fonds donc, de 10 milliards de dollars pour donner des appuis budgétaires aux pays qui étaient en difficulté. 10 milliards de dollars, et également aussi des transferts qui ont été faits, n'est-ce pas, dans les secteurs sociaux. La Banque mondiale a fait la même chose, puisque la Banque mondiale a mis en place un programme, donc un fonds de facilité d'à peu près 160 milliards de dollars, dont 50 milliards, donc près du tiers, n'est-ce pas, donnés donc aux pays africains. Le Fonds monétaire international a fait la même chose dans leur fameuse, facilité pour la réduction de la pauvreté et de la croissance, donc 50 milliards. Deuxième bonne nouvelle, et j'en ai deux autres rapidement, c'est la forte mobilisation de la communauté internationale pour, n'est-ce pas, lutter contre la dette. Il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, l'endettement des pays a fortement augmenté. Mais ce qui est le plus important, c'est que la structure même de la dette a changé. Avant donc, les années récentes, la dette était essentiellement due aux bailleurs de fonds, notamment bilatéraux membres du Club de Paris, et c'était souvent une dette à l'endroit des pays, des bailleurs de fonds multilatéraux, la Banque mondiale, le FMI, la BAD. Mais depuis les dernières années, eh bien, la structure a changé, puisque 40% de la dette aujourd'hui des pays africains est une dette commerciale et due aux bailleurs de fonds bilatéraux non membres du Club de Paris, dont par exemple la Chine. Et plusieurs pays ont émis des eurobonds. Donc beaucoup de pays sont aujourd'hui fortement endettés. Et l'analyse de soutenabilité de la dette qui est faite par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale montre aujourd'hui qu'il y a plus de 14 pays en Afrique qui sont surendettés, qui sont dans le risque, comme on dit, de détresse de la dette, ou modéré, ou même alors un risque plus aggravé, donc de détresse de la dette. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que la communauté internationale a mis en place essentiellement deux initiatives. La première initiative, c'est ce qu'on a appelé le Debt Service Suspension Initiative, c'est-à-dire en fait l'initiative de suspension du paiement des services de la dette qui a été mise en place, n'est-ce pas, par le G20, soutenu par la Banque mondiale, le FMI. Deuxième initiative, c'est le fameux cadre commun où on essaye de demander au secteur privé de participer. Parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que la fameuse initiative de suspension du paiement des services de la dette ne suffisait pas. Il fallait, n'est-ce pas, aller plus loin, essayer d'amener le secteur privé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 40% de la dette étant une dette commerciale. Mais le bémol quand même, il faut le dire, c'est que ces deux initiatives sont quand même limitées parce qu'elles ne concernent pas les pays à revenus intermédiaires. D'accord ? Ça, c'est vraiment un problème important. Donc, elle ne concerne pas les pays à revenus intermédiaires. Et puis, la première initiative n'est qu'une initiative de suspension du paiement du service de la dette. Ce n'est pas comme le PPTE qui avait été mis en place, ou même le PPTE renforcé. Alors ensuite, peut-être que la bonne nouvelle, c'est l'alignement de tous les partenaires internationaux sur la lutte contre la dette. Parce que, et là, je voudrais insister, parce qu'avant, il y a encore 1 ou 2 années, tous les bailleurs de fonds n'étaient pas forcément alignés sur quelle stratégie adopter pour lutter contre la dette. Par exemple, la Banque africaine de développement, n'est-ce pas, n'était pas convaincue que les pays s'endettaient. C'est d'ailleurs pour cela que la BAD n'a pas toujours poussé contre l'endettement. D'ailleurs, vous avez suivi le débat qu'il y a eu entre le président de la Banque mondiale, Malpass, et le président Adesina, où le président David Malpass disait clairement que la BAD était en fait en train d'endetter les pays africains. Pas, les noms d'oiseaux n'ont peut-être pas volé, mais bon, c'était à la limite. Pas. Mais depuis 1 année, eh bien, la BAD a pris conscience de l'agenda et aujourd'hui, c'est la BAD qui, si vous voulez, se fait le champion même de la lutte contre la dette des pays. Et d'ailleurs, notre dernier rapport sur les perspectives des économies africaines a été consacré à la question de la dette et de la gouvernance, ce qui est quand même important. Deuxième chose que la BAD fait aujourd'hui, c'est de créer un département de lutte contre, n'est-ce pas, les questions de dette. Et
Troisième initiative, le président des INA pousse en faveur du mécanisme africain de stabilité financière dont j'ai moi-même la charge à la base, n'est-ce pas, pour pouvoir non seulement lutter contre l'endettement, mais également prévenir même les risques de surendettement. Je vais aller vite pour terminer. Troisième bonne nouvelle, c'est ce que disait tout à l'heure le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et le professeur Guillaumeau, c'est la fameuse allocation des droits de tirage spéciaux. C'est donc la quatrième allocation générale des droits de tirage spéciaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est 650 milliards de dollars. Bon, je reviendrai tout à l'heure peut-être dans les débats pour expliquer pourquoi 650 milliards de dollars et non pas 1 trillion de dollars. Parce que ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'économie mondiale a perdu 4 trillions de dollars en 2020. 4 trillions de dollars, c'est quand même énorme. C'est comme si tout le PIB de l'Afrique était perdu en une année. C'est comme si 20% du PIB des États-Unis, qui est à peu près de 21 trillions de dollars, était perdu. Ou même la Chine, qui est à peu près 15 trillions de dollars. Donc c'est un peu comme si quasiment plus de 25% donc, du PIB de la Chine était perdu en une année. Alors, donc il y a cette allocation générale des droits de tirage spéciaux. L'Afrique devrait, a reçu déjà 33 milliards depuis le 23 août 2021, 33 milliards. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme vous le savez, les allocations d'ETS sont en fonction des quotes-parts des pays. Évidemment, les pays qui ont les parts les plus importantes au FMI sont les pays industrialisés qui reçoivent 375 milliards de dollars, les pays en voie de développement 275 milliards de dollars et l'Afrique que 33 milliards. Un pays comme le Nigeria ne reçoit que 3,3 milliards de dollars. Donc, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre, n'est-ce pas, d'augmenter les réserves de change des pays. Mais ce que je voulais dire ici, et pour aller vite, c'est qu'il y a 3 problèmes importants. Le premier problème, et c'est ce que soulève la BAD, c'est de dire ces allocations de DTS, les 33 milliards, ne sont pas suffisants pour l'Afrique, n'est-ce pas? D'où, lors de la conférence de Paris, où le président des INA demandait qu'on augmente et le président Emmanuel Macron a accepté que ça soit à peu près de 100 milliards, n'est-ce pas, de dollars. Ça, c'est le premier problème. Donc, augmenter, donc, n'est-ce pas, les allocations. Et donc, il faudrait que les pays industrialisés puissent, n'est-ce pas, transférer leurs allocations aux pays africains. Deuxième problème, c'est comment on fait le transfert. Est-ce qu'il faut un don ou alors est-ce qu'il faut des prêts? Et là, il y a un véritable débat. Il y a un véritable débat parce que ce n'est pas gagné. Puisque le FMI a une approche différente. Je pourrais revenir tout à l'heure pour expliquer un peu plus l'approche du FMI, qui est différente de l'approche de la Banque africaine de développement. Et enfin, troisième chose, c'est que comment utiliser ces ressources, même si elles étaient données à l'Afrique. La BAD dit qu'il faudrait l'utiliser pour 3 choses. Premièrement, aider les pays à payer les dettes. Deuxièmement, investir dans les infrastructures. Et troisièmement, pour les questions de changement climatique. Voilà un peu l'approche de la Banque africaine de développement. Mais, comme je le disais, je reviendrai tout à l'heure, peut-être pour mieux expliquer, il y a encore, ce n'est pas gagné du tout, puisque, vous savez, la BAD est ce qu'on appelle un détenteur agréé des droits de tirage spéciaux, au même titre que la BCAO et la BEAC. N'est-ce pas? Donc la BAD dit, écoutez, nous sommes détenteurs agréés des droits de tirage spéciaux, il faudrait peut-être que les 33 milliards soient mis à la BAD, et puis on peut négocier pour qu'on aille jusqu'à 100 milliards. Mais ce n'est pas du tout gagné, parce que j'ai discuté avec la BEAC la fois dernière qui disait, écoutez, nous, à la BEAC, on n'est pas sûr, parce que ce sont les pays qui décident des droits de tirage spéciaux. Dernier point, je vais terminer par là pour ne pas être trop long, c'est le secteur privé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui, et la BAD également est le champion, c'est qu'aujourd'hui, la BAD dit clairement, on ne peut plus compter sur les États africains, ce qui n'était pas non plus l'approche de la BAD il y a encore quelques temps. Il faut compter sur le secteur privé. Vous savez que le secteur privé était fortement frappé par le coronavirus. Je crois que les collègues reviendront, les intervenants ici reviendront tout à l'heure. Alors, ce que dit donc la Banque africaine de développement, c'est qu'il faudra pouvoir soutenir le secteur privé, comme les mesures qui ont été prises dans le cadre lorsqu'il y a eu le coronavirus, par exemple, différer les paiements des impôts, etc. Il faut continuer ces mesures. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que dans le cadre du Compact Africa, eh bien, la communauté internationale, notamment le G20, est prêt à mettre 80 milliards de dollars pour, n'est-ce pas, soutenir le secteur privé pour que, n'est-ce pas, ça soit le moteur de la croissance à venir. Et enfin, cela donne une grande opportunité au secteur privé. Ce qui donne une grande opportunité au secteur privé, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, qui est donc 1,3 milliard de personnes. Comme on disait tout aujourd'hui, c'est une population jeune. 25, à peu près de 60% des Africains ont 25 ans
ou moins. Donc, c'est un marché énorme. Et d'ailleurs, les études de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique montrent que si on appliquait la zone de libre-échange continentale, eh bien, on pourrait avoir des bénéfices considérables en termes, non, n'est-ce pas, de gains de bien-être, mais également même en termes même de ressources, estimées à peu près en 50 et 70 milliards de dollars américains à l'horizon 2040. Je vais m'arrêter là. On pourra revenir tout à l'heure dans les débats pour préciser. Merci beaucoup. Merci Emmanuel pour cette présentation qui est très claire, même s'il y a eu quelques chiffres, mais ces chiffres étaient particulièrement parlants. Professeur Yves Gégourel, on a parlé de super cycle des matières premières dans un continent qui, pour une partie des pays, est très dépendant pour le bien et pour le mal de ces matières premières. Ces matières premières sont à la fois minérales, agricoles. Il y a naturellement des perspectives à court terme qui peuvent être bonnes si c'est un super cycle, peut être moins bonnes s'il y a un renversement du cycle. Et puis, à plus long terme, chacun s'accorde à dire qu'avec la transition énergétique, la Chine, l'Afrique, grâce à ses réserves en minerais rares, va trouver un nouveau souffle pour ces matières premières, alors que peut-être du côté des hydrocarbures, il y a des menaces du fait du tarissement de la consommation annoncée des énergies fossiles. Merci Serge pour cette question. Je vais peut-être en amont rappeler, donner quelques chiffres sur le rapport en fait des pays africains aux marchés mondiaux de matières premières. Les pays africains comptent beaucoup évidemment pour un certain nombre de marchés. Je vais parler évidemment du cacao de Côte d'Ivoire. 40% du cacao mondial vient de Côte d'Ivoire. La vanille de Madagascar. Le Kenya est le premier exportateur en volume de thé, donc c'est vrai pour les produits agricoles. C'est également vrai, tu l'évoquais, sur les ressources minérales. 60% du cobalt minerai vient de République démocratique du Congo. Je parlerai également du phosphate marocain. J'ai entendu parler de la Guinée. La Guinée a une histoire absolument extraordinaire sur la bauxite. Il faut savoir que sur les 111 millions de tonnes importées par la Chine, en 2020, 52,7 millions venaient de Guinée, alors qu'en 2015, on n'était qu'à 300 000 tonnes. Donc il y a vraiment une histoire de la bauxite en Guinée. Et puis, on observerait ça également pour les énergies fossiles. Donc il y a vraiment, évidemment, un point important des pays africains sur ces marchés mondiaux de matières premières. Mais attention, quand même à une image d'Épinal où les pays africains ne seraient vus que dans leur fonction d'exportation, puisque dans le même temps, l'Afrique est assez largement dépendante de ces marchés mondiaux dans des logiques d'importation. Et je pense notamment à la question de la sécurité alimentaire. L'Égypte est le premier importateur de blé. Il y a de grands progrès qui ont été faits sur la filière du riz, avec une amélioration des surfaces, avec une amélioration des rendements. Mais il y a là également une forte dépendance. J'aimerais, pour la clarté du débat, revenir également sur ce qu'est fondamentalement une matière première. Parce que finalement, on parle tout le temps de matière première, mais qu'est-ce que c'est qu'une matière première? Il y a une diversité, je ne veux pas vous surprendre, on parlait d'agricole, on parlerait de minerais, on parlait d'énergie, mais au sein même d'une matière première, il y a une extraordinaire diversité. Moi, je ne sais pas ce qu'est le cuivre. De quoi parle-t-on quand on parle précisément du cuivre? Parle-t-on du concentré? Parle-t-on de la matte de cuivre? Parle-t-on du blister, des anodes, des cathodes? Enfin, vous voyez, donc les matières premières s'inscrivent en fait dans toute une chaîne de valeur. Et malgré cette diversité, on parle de matières premières. Et finalement, je crois qu'il faut comprendre que les matières premières, c'est aussi, au-delà des réalités physiques, c'est aussi un concept économique. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce vocable commun? Parce que les matières premières sont fondamentalement, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais ce sont des biens homogènes. Alors quand je dis bien homogène, je ne dis pas que la qualité ne joue pas. La qualité, elle est partout. Il n'y a pas un pétrole qui se ressemble, il n'y a pas un minerai qui se ressemble. Pour autant, cette qualité n'est pas suffisante. Cette qualité n'est pas suffisante pour vous protéger de la concurrence internationale. Donc quand les prix baissent,
il baisse pour tout le monde. Ça, c'est un point à comprendre. Deuxième caractéristique, évidemment, c'est échangé à l'international. Et en raison de cette double caractéristique, il y a un élément important à comprendre sur les matières premières, c'est cette très forte instabilité des prix. Et je dis bien instabilité parce que derrière ce terme-là, on va retrouver des tendances haussières, baissières, de long terme, de moyen terme, le fameux supercycle qu'on évoquait. Et puis, au-delà de ces tendances haussières et baissières, des cycles dont il faut s'accommoder. Et puis, au sein de ces cycles, de la volatilité. Pour vous donner un exemple, lorsque Trump fait un tweet en mars 2018 sur l'aluminium, en disant qu'il va pénaliser telle entreprise russe, la tonne d'aluminium qui était à 2 000 $ passe à 3 000 $. Et puis, Trump se ravise et dit non, ça va peut-être compliqué pour notre industrie. Et finalement dit, bon, ça ne va pas être l'entreprise en tant que telle, ce sera que le dirigeant. Moins 1000. Exemple plus récent qui n'intéresse pas forcément directement l'Afrique, mais l'étain, il y a 10 jours, l'étain sur le London Metal Exchange a perdu 12% de sa valeur. 12% de sa valeur en 9 secondes. En 9 secondes. Donc ça, cette dimension instabilité du prix des matières premières, il faut l'intégrer. Et donc, finalement, dans ce poids de l'Afrique par rapport aux marchés mondiaux de matières premières, et compte tenu de ces caractéristiques spécifiques des matières premières, je crois qu'il y a un certain nombre de questions, je me garderai bien, on n'aura pas le temps, mais je me garderai bien d'apporter toutes les réponses, mais je vais essayer de les catégoriser. Il y a des questions que l'on évoque depuis très très longtemps. C'est pour les pays africains, mais pour tous les pays exportateurs, comment stabiliser, compte tenu de cette instabilité, comment stabiliser les recettes d'exportation. Première grande question. Liée à cette question-là, comment éviter le syndrome hollandais, la maladie hollandaise. Je ne veux pas la définir, mais je l'évoque parce que j'ai une horreur de ce terme de malédiction des matières premières qu'on entend à l'envi, qui est une agrégation de beaucoup de choses, qui a une dimension déterministe. Et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, la malédiction des matières premières. Par contre, le syndrome hollandais, l'idée que finalement, parce que vous spécialisez dans les matières premières, vous allez pénaliser les secteurs traditionnels, vous allez pénaliser l'industrie manufacturière. Oui, ça, c'est une question auquel il faut apporter des réponses. Il y a des séries de questions, non pas anciennes, dont on parle ou dont on reparle depuis quelques années. C'est évidemment comment est-ce que les pays africains ou les pays producteurs peuvent tirer parti de la transition environnementale, à la fois donc dans ses opportunités, mais également dans ses contraintes. Ça, c'est une grande question. Il y a, je voudrais le rappeler aussi, les enjeux de transparence et de responsabilité sociétale. C'est quelque chose qui est croissant dans le monde des matières premières et il faudra que tout le monde s'accorde sur ce schéma-là. Il y a également pour les pays africains et pour les pays asiatiques producteurs de matières premières, la grande question autour de la transformation locale, ça a été évoqué précédemment, la transformation locale des matières premières. Je voudrais dire 2 mots sur ce sujet-là et être, si vous me l'autorisez, politiquement incorrect. Je pense qu'il faut être pragmatique sur cette question. C'est-à-dire que politiquement, je le comprends parfaitement. Économiquement, il faut être pragmatique parce que je pense qu'il y a des matières premières, vous avez un intérêt à les transformer, d'autres peut-être moins. Je voudrais rappeler à cet égard que tous les pays exportateurs ou producteurs de matières premières, les pays industrialisés, ne transforment pas forcément. Le coton américain, le blé européen, tout ça, ce n'est pas nécessairement transformé. Premier point. Deuxième point, transformer, ce n'est pas nécessairement de la valeur ajoutée. Pensez à la formidable histoire de l'ananas africain. L'ananas, le marché mondial de l'ananas, c'est le Costa Rica, qui a pris 90% des parts à l'international. Et l'Afrique a réagi en disant, mais finalement, on ne va pas transformer, ça veut dire mettre en boîte, hein, donc c'est de la perte de valeur. On va développer une stratégie de ciblage sur des marchés de niche, sur de l'ananas de qualité, transport avion. Donc ça a été quelque chose de pragmatique, de tout à fait avisé. L'autre élément que je voudrais évoquer, c'est que, comme je vous le disais, les matières premières s'inscrivent dans toute une chaîne de valeur. Et si je pense à la Guinée, quand on parle de transformer la bauxite, on va la transformer en alumine. Très bien. Et l'étape d'après, c'est transformer de l'alumine en aluminium primaire. Mais regardons la concurrence internationale. Et la Chine est totalement dominante sur ces secteurs-là. Et puis,
pour transformer, le facteur clé, c'est pas tant finalement d'avoir de la bauxite. Le facteur clé pour faire de l'aluminium, c'est de l'énergie, de l'électricité, 15 000 kWh. Donc cette énergie que vous utilisez pour transformer cette matière, vous ne l'utilisez pas pour d'autres choses. Or, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique de l'Afrique, ce sont aussi des sujets clés. Donc ça, c'est un point important. Dernier point, bauxite à aluminium. L'aluminium, c'est in fine un produit complexe, mais ça reste une matière première. Et si j'en reviens à la définition que j'ai donnée précédemment, c'est un prix, je vous ai donné l'exemple de Trump, qui est particulièrement instable. Et si la question est la question de nourrir le développement économique d'une nation, lorsque vous avez une valeur ajoutée, parce que bien sûr qu'elle peut exister, mais c'est une valeur ajoutée instable, il faut les moyens de gérer cette instabilité. Donc encore une fois, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il ne faut pas transformer. Il y a des exemples de grandes réussites sur la transformation des matières premières, mais il faut du pragmatisme. Et puis, dernière question autour de cette transformation, transformer, pourquoi et surtout pour qui? Et là, je vous suis sur l'idée d'un marché continental. Ça, lorsque votre débouché n'est pas forcément le grand international, mais les marchés nationaux et les marchés africains, là, par contre, il y a, à mon avis, du sens. Il y a, au-delà de ces questions dont on parle depuis peu, ou dont on reparle depuis peu, des questions, à mon sens, dont on ne parle pas et dont on ne parle pas assez. Très rapidement, d'abord, la question du rôle du négociant. Il n'y a pas une matière première, il n'y a pas une filière de matières premières qui ne fonctionne sans un trader physique. Alors c'est un rôle qui n'est pas bien compris, qui est souvent assimilé à un simple intermédiaire. Pour vous donner un exemple de l'importance de ce négociant, 15%, 20% du pétrole mondial passe par des négociants. Donc si c'était qu'un simple intermédiaire, quand on est un géant pétrolier, on ne l'utiliserait pas. Quelle est la place de l'Afrique sur cette fonction de négoce? Je pense qu'il y a des réflexions stratégiques à mener de ce point de vue-là. Et si je parle de négoce, je parle également de la grande question de l'accès des pays africains au marché financier de matières premières. Si on acte qu'il y a une forte instabilité du prix des matières premières, on doit se poser la question de la disponibilité des outils pour gérer cette instabilité. Et puis enfin, il y a des questions dont on ne parle plus, et j'aimerais que l'on fasse revivre une forme d'utopie. J'étais très heureux d'entendre le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin parler de multilatéralisme, parce qu'on a totalement oublié le multilatéralisme des matières premières. C'est un non-sujet. Vous évoquez ça, on vous dit, bon, c'est pas important. Or, on peut parler de transition environnementale, on peut parler de transition numérique, mais je crois qu'il y a un elephant in the room derrière tout ça, c'est que toute transition, toute révolution va avoir des effets de redistributifs majeurs au niveau national, on le redécouvre presque en France et en Europe avec les prix de l'électricité, et au niveau géopolitique. Et donc je pense qu'il faut absolument faire de la stabilité du prix des matières premières, du dialogue entre les importateurs et les exportateurs, un enjeu d'un multilatéralisme renouvelé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves pour ces réflexions stimulantes qui montrent bien que, au-delà des slogans, il faut des analyses économiques fouillées pour juger de l'opportunité ou pas de se lancer dans des opérations d'investissement lourds pour valoriser ces matières premières. Ce matin, lorsqu'on a traité de l'agriculture, on a traité bien sûr des matières premières, et il y avait l'observation qu'il existe quand même des valorisations locales de matières premières dès lors que l'on s'adressait au marché local. Est-ce que là, il n'y a pas alors c'est une piste forcément limitée, parce que c'est le marché local ou le marché régional, mais est-ce que entre la livraison de produits bruts et la valorisation, l'industrialisation pour satisfaire la production locale ou régionale, il n'y a pas un créneau qui est peut-être déjà utilisé ou qui en tout cas pourrait l'être davantage? Définitivement, encore une fois, la transformation locale fait du sens, et notamment dans le monde agricole. J'ai probablement un biais
industrie minérale, et donc là, c'est très intensif en capital, peut-être un peu moins en travail, donc c'est aussi un élément qu'il faut évoquer, mais dans le monde agroalimentaire, bien évidemment. Et puisqu'on parlait des problématiques de financement, il y a la grande question autour du financement de la PME agroalimentaire. Ça, je pense que c'est une question absolument clé. Il faut le promouvoir. Ça, je suis 1000 fois d'accord. Merci Yves. Donc, François Nicolo a été... Nicolo, pardon. Pujolas, je pensais à notre regretté collègue. François Pujolas a été dans des pays miniers. Il a été au Ghana, où naguère il y avait, ou jadis plus exactement, il y avait du minerai d'or là, sur la Gold Coast, et plus récemment en République démocratique du Congo, qui est, comme chacun sait, une bizarrerie géologique. Donc, François, si jamais tu veux ajouter quelques réflexions personnelles sur cette question des matières premières, elles sont les bienvenues. Mais pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, bon, la communauté internationale s'est mobilisée pour aider un certain nombre de pays émergents ou en développement en difficulté. L'effort a été important, mais comme le rappelait Emmanuel, c'est un effort, c'est une suspension du service de la dette plutôt qu'un effacement. Et on voit bien que les besoins sont aujourd'hui beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient la seule année 2020 en termes de PNB. Si on voit la chute du PIB, et puis même sur une tendance ralentie, c'est à peu près 5% en un an, c'est-à-dire pratiquement 150 milliards de dollars, donc qui s'ajoutent aux besoins antérieurs dont on sait qu'ils n'étaient pas satisfaits. Comment la communauté internationale, les partenaires en développement de l'Afrique réagissent, et en particulier comment la France s'efforce de mobiliser ses partenaires pour répondre aux besoins anciens et nouveaux. Merci Serge. Bonjour à toutes, à tous, et merci de cette invitation à prendre la parole dans ce colloque sur les bonnes nouvelles d'Afrique. J'ai pris ces fonctions il n'y a pas longtemps, d'ambassadeur pour les partenariats économiques avec l'Afrique, mais c'est un poste passionnant et en tout cas un moment qui ne l'est pas moins. Moi, ce que j'avais prévu de dire, et ce qui rejoint ce qui m'est demandé, c'était quelques réflexions sur le regard des partenaires, notamment le partenaire français ou européen, dans cette période de sortie de crise sur l'Afrique. Et puis, quelles sont pour nous, pour les partenaires donc, de l'Afrique, les lignes directrices, on va dire ça comme ça, de ce nouveau partenariat ou de ce partenariat qui doit être renouvelé. Rapidement sur le premier point, parce que je ne voudrais pas avoir l'air afro-pessimiste, mais plutôt afro-réaliste. Il faut rappeler que, bien sûr, il y a une sortie de crise qui est très heureuse et dont on se réjouit, mais qui n'a pas fait disparaître les causes structurelles du retard de développement du continent, qu'elle soit démographique, je n'y reviens pas, ça a été évoqué longuement, écologique, avec là un petit paradoxe quand même, que l'Afrique, qui contribue tellement peu au phénomène de l'effet de serre et du changement climatique, et le continent qui sera parmi les plus affectés par ces conséquences, et donc qui doit l'intégrer dans la dimension adaptation de la lutte contre le changement climatique, économique et défaut d'infrastructures, je n'y reviens pas, et numérique, ça a été un petit peu évoqué, mais c'est aussi essentiel pour la croissance de demain. Et puis s'ajoute, ça a été un petit peu évoqué par le Premier ministre sur le plan politique aussi, et Serge a rappelé que je venais de RDC, les difficultés sécuritaires dans un certain nombre de pays, des crises politiques également, et puis des problèmes de gouvernance plus largement. Enfin, ce tableau qui pourrait être pessimiste, en fait, il est simplement réaliste. Ce qui est intéressant dans la crise, je crois, et je l'ai entendu, alors ce n'est pas qu'une réflexion personnelle, je l'ai entendu, puisque depuis quelques semaines où j'ai pris mes fonctions, j'ai assisté à plusieurs, j'ai eu des contacts, assisté à plusieurs rencontres de ce type. Il y a quand même une nouvelle vision.
la sortie de crise, c'est aussi l'occasion de se poser la question ou de repenser le partenariat. Alors, on ne revoit pas tout de fond en comble, hein. Il y a des choses qui étaient déjà dans le pipe, si je puis dire, mais ça confirme ces analyses. Donc concrètement, ça veut dire que ce qui peut être perçu comme des défis sont aussi des opportunités. Ça a été un peu évoqué sur la démographie. Le marché de demain, le relais de croissance, il est en Afrique. Donc c'est la vision qu'ont les partenaires, y compris économiques privés, de l'Afrique. La vitalité de la démographie, c'est aussi, je vais utiliser une expression qui n'est peut-être pas heureuse, mais une contribution éventuelle à l'Afrique usine du monde, qui a été utilisée dans d'autres contextes. Ça avait fait la couverture de Newsweek il y a quelque temps à propos du Nigeria. Usine du monde, ça a une connotation négative. Il est clair qu'il ne s'agit pas de favoriser la création d'ateliers où on encouragerait du travail, on va dire, non décent. Mais en tout cas, il y a une main-d'œuvre qu'il faut former, ça c'est clair. Et puis, il y a aussi la transition écologique. Et là, puisqu'on parle de RDC, le RDC, c'est un continent dans le continent, hein. C'est 4 fois la France et la superficie de l'Union européenne après le Brexit. Et effectivement, si on prend la RDC, mais plus largement le continent, et qu'on regarde toutes les ressources qui vont nous permettre de passer cette transition écologique, qu'elle soit solaire, hydroélectrique, ou qu'elle soit même le cobalt, ça a été cité, hein, la RDC est un des premiers producteurs, pour ce qui est des batteries de voitures électriques, pour ce qui est d'autres minerais qui servent aux mobiles téléphoniques. Bref, on voit tout un tas de minerais qui sont une chance, tout un tas de ressources naturelles qui sont une chance pour le développement de demain. Deuxièmement, ça aussi je l'ai entendu et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit, la crise elle-même, alors pas la sortie de crise, mais la crise a amené pas mal d'opérateurs économiques s'interroger sur la pertinence de leur chaîne de valeur, de leur délocalisation et sur la relocalisation éventuelle, pas forcément d'ailleurs en Europe, compte tenu des problématiques de coûts de production, mais justement dans peut-être des zones plus proches, à la périphérie de l'Europe, la grande périphérie. Donc on est en Méditerranée, on est aussi en Afrique. Et ça peut entraîner donc une redéfinition des investissements et des localisations des chaînes de valeur. Et enfin, dernier point qui permet de repenser, en se projetant un peu vers l'avenir, ce partenariat, et qui est une note la plus d'afro-optimisme, c'est les progrès de l'intégration régionale. On y a fait référence avec Emmanuel et la ZLECAf. Il y a l'union monétaire, ça peut apparaître comme une perspective très lointaine, mais enfin, on a un premier jalon qui a été posé en Afrique de l'Ouest avec la bascule progressive vers l'éco, qui verra peut-être le jour. Donc, on a là des éléments qui permettent d'être plutôt optimistes et que les opérateurs économiques, je pense, ont en tête, les acteurs en tout cas, du partenariat renouvelé avec l'Afrique, ont certainement. Alors, comment le renouveler? Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la démarche qui a été celle de la France sous l'impulsion du président de la République. Vous connaissez le discours d'Ouagadougou, il a donné des axes clairs qui étaient tournés vers l'avenir, hein, innovation, jeunesse, formation, entrepreneuriat. Mais je crois que de façon très concrète, ça a débouché sur un certain nombre d'axes prioritaires qui peuvent être généralisés et en tout cas qui devraient s'adapter, être pris par tous ceux qui veulent développer leur partenariat avec l'Afrique. Alors, je ne vais pas rentrer sur la querelle sémantique de aide au développement, pas aide au développement, mais au-delà de la sémantique, je pense qu'il y a une vraie interrogation sur l'inefficacité peut-être partielle des efforts d'aide au développement du passé et la nécessité, en tout cas, c'est un vœu sans doute assez largement partagé par les jeunes générations en Afrique, d'aller vers une approche plus partenariale et équilibrée, gagnant-gagnant, comme l'on dit à juste titre aujourd'hui. Il y a bien sûr une nécessité aussi de tenir ses promesses. Je crois que c'est quelque chose auquel le président de la République française, en tout cas, est très attaché, mais c'est une question de crédibilité. Les besoins d'investissement, y compris l'investissement dans les biens collectifs, sont massifs, tout le monde le sait. Il va falloir les couvrir. On a touché du doigt un certain nombre d'enjeux en matière budgétaire et en matière de solidarité financière. Donc là, il est clair qu'un test important sera le financement de ces fameux 100 milliards de dollars qui a été annoncé lors du sommet de Paris en mai dernier sur le financement des économies africaines et qui proviendra de la réallocation des droits de tirage spéciaux des économies les plus riches. Et donc, je pense qu'on est en bonne voie et je peux vous assurer que la France, en tout cas, à son niveau, montrera l'exemple. Et en tout cas, il y a un G20 qui se tient fin octobre à Rome.
J'espère, je pense qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici là. Un troisième point sur les axes prioritaires qui se dégagent de cette nouvelle approche, c'est la concentration de l'aide, ou en tout cas des efforts vers un renforcement du secteur privé africain, entreprises et main-d'œuvre. On l'a évoqué tout à l'heure, besoin de formation, car ce sont ces entreprises qui créent les emplois, et les emplois, l'Afrique en a besoin. Je citerai un seul exemple dont il faudra tirer le bilan, mais qui est une initiative forte, en tout cas à l'échelle de la France, c'est Choose Africa, mise en place par Proparco, c'est le bras armé de l'Agence française de développement, qui s'appelle toujours comme ça pour l'instant, mais de soutien au secteur privé, qui est passé de 2,5 milliards d'euros à 3,5, 1 milliard de plus au titre de la résilience, pour tenir compte, ça avait été lancé juste avant la crise sanitaire, de la crise Covid, avec un objectif, j'espère qu'il sera atteint, d'aider 10 000 petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises et start-up. Enfin, ça n'est pas souvent évoqué, en tout cas, ça ne l'a peut-être pas été assez, ce n'est pas une critique, c'est un constat au nouveau sommet Afrique-France, les efforts de gouvernance au sein même des économies africaines, mais je pense qu'ils seront plus facilement atteints s'ils ne viennent pas d'un diktat quelconque, mais d'une approche partenariale avec à la clé des investissements, y compris une présence accrue du secteur privé. Et puis pour terminer, c'est un axe important parce qu'on reste sur l'idée des partenariats économiques. Je pense qu'il est important, et là je ferai un plaidoyer pro domo pour les entreprises françaises en Afrique. On a le représentant président délégué du CIAN ici, c'est nos plus de 3000 entreprises qui font 600 000 emplois directs ou indirects en Afrique, mais qui surtout ont une action, je crois, qui est exemplaire en matière sociale, en matière de formation, en matière de RES, et qui donc, à ce titre-là, jouent un rôle important, au même titre, et ce qui est encouragé, et qui doit l'être de plus en plus, que des initiatives entrepreneuriales issues de la diaspora, ça a été évoqué en introduction, ou encore, je n'ignorais pas l'existence, mais le poids, les entreprises françaises de droit local, qui sont aussi très présentes en Afrique, et qui peuvent contribuer justement à pérenniser ce partenariat en atteignant des zones et des secteurs que les entreprises, on va dire classiques, quand elles sont basées en Afrique, n'atteignent pas forcément. Alors, ça a été un petit peu évoqué, je ne sais pas, je pense qu'on peut dire 2 ou 3 choses là-dessus. On est dans le contexte du post-sommet, nouveau sommet Afrique-France, et donc c'est légitime de parler bien sûr des relations de la France et l'Afrique, avec l'Afrique, sachant qu'il y a d'autres partenaires, et c'est heureux, puisque la globalisation, elle concerne tous les continents. Il y a des nouveaux partenaires en Afrique qui interviennent, non européens, non français, non européens, la Turquie, des pays du Golfe, il y a des partenaires qui sont là depuis un certain temps, les nouvelles routes de la soie ont fait venir la Chine, ça a été un petit peu évoqué. Je crois, comme l'a dit le Premier ministre, et justement, il faut d'abord, me semble-t-il, éviter que des rivalités extérieures soient exportées en Afrique, parce que ce serait très dommageable, et ça peut hélas se produire. Il faut aussi, c'est dans un tout autre registre, mais ça a malheureusement des conséquences économiques parfois sur les pays concernés, éviter, j'allais dire même combattre des comportements déplacés de certaines sociétés militaires privées dans certains pays, parce que l'expérience montre que les conséquences en sont désastreuses. Je parle déjà d'abord de l'économie, sur l'économie des pays concernés. Deuxièmement, je pense que, et c'est le sens d'ailleurs du sommet de Paris qui s'est tenu en mai dernier et des discussions subséquentes qui ont lieu dans le cadre des assemblées FMI, Banque mondiale ou dans quelques semaines dans le cadre du G20, que les principaux partenaires du continent africain se mettent d'accord sur des règles communes et des priorités communes. Et je crois que justement l'initiative qui a été évoquée du cadre commun pour la gestion de la dette est tout à fait heureuse puisqu'elle fait venir de nouveaux acteurs. Donc elle permet de, a priori, c'est sans doute pas suffisant, mais de se mettre d'accord sur des mêmes façons de gérer un problème essentiel qui est celui de l'endettement. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse systématiser, et surtout sur une approche bureaucratique, des collaborations entre différents partenaires. Ces collaborations, elles se feront en fonction des besoins et des situations, mais elles existent. Avec la Chine, on m'a cité là, tout récemment 2 exemples assez intéressants, me semble-t-il, sur des secteurs assez sensibles qui touchent à l'environnement. La dépollution de la baie de Han au Sénégal, où finalement les Chinois pourraient tout faire, mais ils financent la grande partie, mais s'appuient sur une expertise française
pour des raisons aussi, non pas de réputation, le terme est un peu impropre, mais disons de savoir-faire français très apprécié dans le pays et qui permet de, on va dire ça comme ça, de crédibiliser la démarche de ce projet, ou dans le domaine de la gestion de l'eau, retraitement des eaux usées, par Suez au Congo-Brazza et au Cameroun, où là aussi, c'est les Chinois, si j'ai bien compris, qui viennent chercher un partenaire français en l'occurrence. Donc, si on laisse faire, à partir du moment où on a un cadre, on ne fait pas n'importe quoi et on respecte à peu près les mêmes règles, eh bien, il faut que la concurrence joue comme dans tous les continents, sur tous les continents. Mais comme on le voit, je pense qu'il y a d'autres exemples, j'en suis persuadé, ça peut quand même ouvrir la voie à des partenariats entre les partenaires, ce qui, à mon avis, est une voie tout à fait favorable. J'aurai quelques mots, mais peut-être plus tard, à dire sur la démarche européenne, parce qu'elle est importante. Mais je ne sais pas si on aura un mot de conclusion, ou je le dis maintenant, comme ça sera fait. Parce que, évidemment, dans tout ça, et je crois qu'il faut l'avoir en tête d'un point de vue chronologique, on est, côté français, sous l'impulsion de notre président, dans une démarche, comment dirais-je, tout à fait cohérente, puisque après sa réaction et son engagement très fort pour la mobilisation de la communauté internationale à la suite de la crise du Covid et puis sur toutes ses conséquences économiques, on a eu le sommet de Paris, je crois qu'il a été un succès et surtout on le voit dans les conséquences qui sont vraiment prises, c'est-à-dire que les décisions se mettent en place. On a eu bien sûr le sommet, le nouveau sommet Afrique-France ici à Montpellier, comme étant un peu l'étape intermédiaire vers le sommet Union européenne, Union africaine, qui devrait se tenir en février prochain sous présidence française, où en quelque sorte, puisque ça a été évoqué par le maire de Montpellier, on doit aussi transformer l'essai et élargir cette approche de Paris en mai dernier, ou approche bilatérale pour ce qui est du partenariat entre l'Afrique et la France, au niveau européen, parce que la France toute seule ne réussira pas à renouveler totalement, fondamentalement son partenariat avec l'Afrique. Son approche doit être européenne, comme l'a très bien dit, je le cite 3 fois, le Premier ministre, mais j'ai beaucoup apprécié son premier point. On parle beaucoup de rivalité en Asie-Pacifique, c'est évident, entre le numéro 1 et le numéro 2, et nous, on a la chance vis-à-vis de l'Afrique d'avoir cette proximité qui n'est pas que géographique, qui est culturelle, qui est historique, on a des liens humains très forts, et peut-être que de temps en temps, on a le sentiment qu'on n'en tire pas tout le bénéfice, dans le bon sens du terme, et pour les deux parties qui seraient attendues. Et je pense qu'il y a là, sur cet axe qualifié de nord-sud, entre l'Afrique et l'Europe, ou sud-nord, il y a là un axe majeur à développer pour être beaucoup plus fort et pour réellement moderniser et surtout renouveler notre partenariat. Merci. Merci François. Avant de prendre quelques questions de la salle, je voudrais interroger Emmanuel. François a évoqué parmi les facteurs positifs l'intégration économique continentale. Bon, ce n'est pas la première fois que de tels projets existent. Des dates avaient été fixées et repoussées au fur et à mesure qu'elles se présentaient. Deux questions. La première, c'est où en sommes-nous exactement? Parce que normalement, c'est effectif depuis le 1er janvier 2021. Et deuxièmement, bon, c'est une approche tarifaire, c'est une zone de libre-échange fondée sur la libre circulation des produits, au moins pour une partie d'entre eux. Or, l'on sait que c'est peut-être pas le principal obstacle, qu'il y a des obstacles physiques, humains à la circulation des produits, hein, pour toute une série de raisons. Et donc, est-ce que on ne fantasme pas un peu en faisant de cette intégration un moyen pour l'Afrique d'accélérer de manière significative sa croissance? Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre d'investissements physiques à réaliser pour que les circuits économiques fonctionnent, que les produits puissent aller d'un pays à un autre? Merci beaucoup, Serge. Je vais peut-être essayer de répondre
une question assez difficile. C'est vrai que quand on fait le bilan de l'intégration régionale en Afrique subsaharienne, il y a eu effectivement beaucoup de groupements qui ont été créés, mais effectivement, souvent en termes d'efficacité économique et autres, et même d'augmentation des échanges, des flux d'échanges commerciaux interafricains, ça n'a pas forcément été, comment dirais-je, très, très positif, sauf peut-être dans le cadre de la zone franc, où il y a eu l'UMOA, peut-être parce qu'il y a eu aussi d'abord, comment dirais-je, une approche différente, c'est-à-dire on est parti par l'union monétaire avant d'intégrer l'union économique. Dans le cas du Maghreb, par contre, c'est l'inverse. Le groupe d'intégration régionale, là-bas, ça n'a pas marché, il n'avance quasiment pas. Bon, la chose différente aujourd'hui, c'est que déjà, premièrement, c'est le plus grand accord commercial mondial. Puisque au lieu de faire des groupements différents dans chacune des régions, comme on a vu par exemple l'UMOA, la CEDEAO, on a la SADC, on a le COMESA, etc. Là, c'est toute l'Afrique. Donc ça, c'est quand même déjà une première approche qui est importante, puisque c'est quand même 1,3 milliard de personnes. Deuxième chose, c'est que effectivement, la ZLECA arrive à un moment donné où les économies africaines, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. C'est vrai que la crise du Covid a ralenti un peu les réformes, mais il y a quand même eu beaucoup de réformes qui ont été faites, même au niveau tarifaire dans plusieurs pays, surtout dans la période 2000 à 2019, avant la crise du coronavirus. Pour ce qui est de là où on en est, il y a plusieurs pays qui ont ratifié, mais il y a encore des problèmes de ratification par les parlements. Là, il y a un retard qui était aussi également dû à la crise du coronavirus. Ça, c'est ce qu'on a. Et puis, le fait qu'aujourd'hui, il y a tout un débat qui consiste à dire, oui, même si on fait l'abaissement des tarifs, il faudrait que les infrastructures soient mises en place. Donc, aujourd'hui, c'est ce que fait la Banque africaine de développement, qui essaye parallèlement, justement, à la zone de libre-échange continentale, de pousser vers tout ce qui est infrastructure, notamment transport, télécommunications, électricité et aussi la digitalisation. Ça, mais la grande nouveauté, c'est que ce que dit la BAD aujourd'hui, c'est de dire que ça soit tiré par le secteur privé. Parce que souvent, dans les zones d'intégration régionale qui ont été mises en place, c'était souvent le secteur public qui poussait. Et là, la BAD dit depuis quelque temps qu'il faut au contraire donner, comment dirais-je, la priorité donc au secteur privé pour qu'il puisse, n'est-ce pas. Et là, aujourd'hui, le grand débat, c'est de dire qu'il faut faire attention que cette ZLECA ne soit capturée par notamment les intérêts extérieurs. La crainte, par exemple, de la BAD, c'est de dire qu'il faut faire attention que la Chine ne capture pas. Donc, il y a des discussions. Est-ce qu'il faut mettre des tarifs communs à l'endroit donc de tous ces États qui peuvent être en fait, comment dirais-je, qui viendraient juste capter comment faire pour qu'on évite cela. Donc, c'est ça les débats qu'il y a aujourd'hui au sein de la Banque africaine de développement. Et d'ailleurs, l'intégration régionale, dans le cadre donc de tout le continent, est justement le 5e high five, comme on dit, de la BAD. Donc, il y a tout un département qui travaille sur cela. Aujourd'hui, on fait des études donc, sur la BAD a même évolué parce qu'avant, il ne faisait pas ce qu'on appelle les stratégies régionales. Aujourd'hui, la BAD a des stratégies régionales, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est et même de toute l'Afrique. Donc, voilà un peu l'évolution. Ça ne va pas être trop long. Merci Emmanuel. Alors, nous allons prendre, s'il y a des questions, mais des questions brèves. Nous allons ensuite avoir une seconde session sur le secteur privé. Donc, évitons d'empiéter sur la seconde session. Et naturellement, si à l'issue de la seconde session, il y a des questions qui sont posées aux intervenants de la première, ils pourront répondre. Donc, monsieur, on va aller du 5 brèves questions.
Oui, je vais être très bref. Déjà, je vous remercie, messieurs, pour les présentations très agréables et très riches en apprentissage. Ceci étant, j'aurais voulu vous entendre, pour reprendre les propos du président de la République au nouveau sommet Afrique-France, le ragoût actuellement n'est peut-être pas très bon par rapport à la marmite où on cuisine à l'heure actuelle. Pour l'heure, j'aurais donc voulu vous entendre quant au fait que, quand vous parliez, M. Emmanuel, de ce fameux 3% lors de la reprise, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, on peut parler d'améliorations qui ont pu se faire? Je précise également, toujours en restant bref, de mon Québec natal, par exemple, on parle maintenant d'aluminium vert, on parle également de bois, donc pour repenser le secteur de la construction. Donc, est-ce que justement cette crise a été une occasion pour repenser la manière de faire donc, sur le continent africain? Je vous remercie. Bien, on va prendre plusieurs questions, monsieur. Donc, il y a 5 questions ou 6, et après on arrête parce que sinon, nous n'aurons plus le temps de la seconde session où nous avons un sujet passionnant. Oui. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Très éloigné Jean-Philippe. Donc, ma première question à Monsieur Yves Jegourel. Comment prévenir les effets boomerang d'une communication qui semble être une surmédiatisation des agrégats financiers en Afrique? Je veux dire, lorsqu'on parle du plan Dodge, du plan américain Dodge 1947 au Japon, on a vu les effets. Le plan Marshall également en Europe, on a vu les effets visibles. Mais depuis plus de 50 ans, avec tous les partenaires, tous les beaux chiffres qui sont communiqués, la majorité des Africains n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. Ce qui fait que ces chiffres qui sont communiqués suscitent plus de méfiance envers les institutions internationales que de renforcer la confiance qui devrait exister. Donc, comment gérer ces effets boomerang? Et ma deuxième question aux représentants de la Banque africaine de développement. Alors, qu'est-ce que la Banque africaine de développement fait avec ses partenaires pour accompagner la véritable industrialisation en Afrique, qui peut être une réponse efficace à la pauvreté, qui puisse limiter l'immigration clandestine qui essaie de déstabiliser un peu l'Europe et également faire face au risque de la sécurité? Donc, voici un peu mes deux questions. Merci. Bonjour. Moi, ma question va directement chez monsieur le représentant de la BAD. Tout à l'heure, M. Yves nous a dit que sur la transformation des matières premières, on a peu entendu l'intervention des négoces, des firmes de négoce, qui pourtant prélèvent 15 à 20%. S'il vous plaît, essayez de maintenir le micro fixe quand vous parlez, parce que nous, on vous entend, mais ceux qui vous écoutent à distance, le son disparaît. OK, merci. Donc, je disais, à cause pour la question de la bauxite, les matières premières, que vous avez dit, M. Yves, les sociétés, les firmes de négoce prélèvent entre 15 et 20% de la valeur des matières premières. Alors, ma question va chez monsieur le représentant de la BAD. Quel est votre rapport et quels sont les conseils que vous donnez à ces pays exportateurs de matières premières? Parce que 15%, de 15 à 20%, c'est énorme. Sur un marché de 15 millions de réserves de bauxite, par exemple. Alors, je voulais savoir quelles sont votre vision là-dessus auprès de ces pays exportateurs. Merci. Alors, bref question sur le sujet. Merci Serge. C'est une remarque et deux questions. La remarque, c'est une tentative de réponse à ta question sur l'intégration régionale. Tu comprends bien qu'en tant que commissaire UEMOA,
je ne peux pas rester indifférent à la question cruciale que tu as posée sur, finalement, la capacité de la zone de libre-échange continentale qui se dessine à être quelque chose d'optimal. Sur la base de l'expérience UEMOA, on peut dire 4 petites choses pour alimenter la discussion, qui ne pourra pas finir aujourd'hui, c'est clair. La première chose, et Emmanuel l'a dit, c'est s'assurer du respect des règles d'origine. Et quand il parlait du risque de captation d'une partie du marché par des continents autres que le continent africain, il faut qu'on s'assure du contenu local des produits. Et donc la question des règles d'origine. La deuxième condition, c'est la question du degré de solidarité, notamment la question des transferts budgétaires, puisqu'on ne peut pas faire un marché avec autant d'asymétrie de capacité. Comme on le dit souvent, pour l'Afrique de l'Ouest, quand le Nigeria travaille pendant 1 heure, ça correspond au PIB annuel de la Gambie. Donc, si vous mettez le Nigeria et la Gambie sur le même marché, s'il n'y a pas de transfert budgétaire, s'il n'y a pas d'effort pour que les industriels gambiens aient une capacité additionnelle à tenir le marché, ils vont être engloutis. Donc, il y a ce problème de degré de solidarité budgétaire ou de degré de fédéralisme budgétaire. La troisième condition, c'est la vision. Le marché n'épuise pas le champ de la discussion sur l'intégration. Pourquoi on veut s'intégrer? Okay. Et ça, c'est une question à laquelle nous, les dirigeants africains, nous refusons de répondre. Okay. Le succès de la zone franc, c'est que c'est un héritage colonial. Je veux dire, aucun chef d'État africain n'a créé le franc CFA. C'est la métropole qui a créé le franc CFA. Et donc, nous avons hérité du CFA. C'est un point focal qui a peut-être favorisé un processus d'intégration, mais l'Union européenne, c'est le couple franco-allemand. Et ce n'est pas de l'économie. C'est plus jamais ça après la Seconde Guerre mondiale. Okay. Donc, tant qu'on n'a pas de débat sur la vision, on va traîner sur les indicateurs, mais on ne va pas répondre aux questions. Et ça renvoie à ma dernière, au dernier point. Et ça, on l'observe dans l'UEMOA, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme crédible de sanction vis-à-vis des déviants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 8 dans l'UEMOA. Quand un État ne respecte pas les règles communautaires, nous n'avons aucun moyen de l'obliger à le faire. C'est aussi simple que ça. Et donc, tant que vous n'avez pas de mécanisme crédible de sanction vis-à-vis des déviants, vous ne pouvez pas conduire à terme un processus d'intégration digne de ce nom. Je ne parle pas des discours. Hein. Ça, vous pouvez faire tous les discours de la Terre. Mais concrètement, vous ne pouvez pas avancer. Donc, c'était ma remarque. Les 2 questions, très rapidement, pardon. La première à Emmanuel de la BAD. Qu'est-ce qu'il pense du débat autour de la dette africaine? Est-ce qu'il faut rembourser la dette ou est-ce qu'il faut chaque fois négocier un report ou un abandon de la dette? C'est un débat qui a opposé le Bénin et le Sénégal. Le ministre béninois des Finances dit quand on s'endette, il faut rembourser. Sinon, on n'est pas crédible vis-à-vis des marchés. Quand on retourne sur le marché, surtout que la structure de la dette a évolué, on va se prendre des primes de risque très élevées. Bon. Et le Sénégal dit non, c'est rien, la dette africaine, il faut l'effacer. Voilà. Donc, je pose la question au chef des économistes de la BAD, est-ce qu'il faut être vertueux ou est-ce qu'il faut supplier périodiquement le reste du monde? Voilà. Et dernière question à l'ambassadeur Pujolas, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet qui s'annonce Union européenne, Union africaine? On a bien compris qu'il y avait un triptyque, donc le sommet du 18 mai dernier, autour du financement de la dette,
le nouveau sommet Afrique-France de la semaine dernière, auquel on a participé, et le sommet Union européenne, Union africaine de février. Donc, qu'est-ce qui fait le lien entre ces trois sommets? J'avoue, mais je ne vais pas insister là-dessus, que j'ai été surpris de voir qu'il y a eu un sommet où il y avait des chefs d'État, mais réservés à la finance et à la dette, et puis un autre sommet où il n'y avait que des jeunes de la société civile, où on a parlé de la monnaie, comme s'il n'y avait pas un lien entre la monnaie, la finance et les dettes. Donc, est-ce que c'est en février qu'on va enfin faire le lien entre les trois? Merci. Merci à toi. Alors, deux dernières courtes questions. Merci en tout cas des remarques qui sont tout à fait pertinentes et qui justifieraient à elles seules une table ronde. Okay. Merci. Alors, ma première question, elle porte sur la dette, justement. Donc, qu'est-ce qui explique ou justifie la faible tolérance au niveau d'endettement des pays africains? Quand comparativement, on voit que les autres pays sont beaucoup plus endettés au vu de leur PIB. Donc, qu'est-ce qui explique ou justifie cela? Donc, qu'est-ce qui cause ce biais aussi d'évaluation du risque d'investissement en Afrique? Donc, il y a ces deux questions. Ensuite, il n'est plus là, le Premier ministre, mais il a parlé de deux géants et d'États fragiles. Je crois qu'on a tous conscience de qui sont ces deux géants et des différents États fragiles par palier. Et donc, apparemment, il faut une convergence d'énergie des États fragiles pour essayer de résister à la querelle entre ces deux géants. Par contre, la question se pose à monsieur l'ambassadeur. Je viens du Tchad, moi, donc un pays qui est un vrai laboratoire de développement parce que sur tous les aspects climatiques, enclavement, sécurité et tout ça, on est vraiment normalement un bon cobaye. Donc du coup, on a au niveau du Tchad une difficulté à comprendre est-ce qu'il y a une stratégie française africaine et africaine francophone, parce qu'on ne la voit plus, la France. Il y a moins de coopérants techniques, il y a moins d'entreprises. Dans le discours populiste, on dit que la France pille les ressources et tout ça, mais en réalité, dans les faits, les Français sont au Nigeria, ils sont en Égypte, ils dealent avec la Chine. Donc, concrètement, on a du mal, mais vraiment du mal, à comprendre la stratégie française en Afrique en ce moment. Donc, comment est-ce qu'on peut fédérer nos énergies si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe? Merci. Merci pour ces bonnes questions. Et puis, on termine par mademoiselle qui va nous poser une nouvelle et dernière question. Je vais revendiquer le temps de parole homme-femme parce que je suis la seule femme à poser de questions et tous les hommes ont passé devant moi, donc la galanterie, voilà. Et je vais être très, très, très concrète et je vais être très, très synthétique. Du coup, ma question va concerner la zone de libre-échange continentale. Donc, c'est le sujet d'actualité aujourd'hui. C'est un beau projet sur le papier, sauf que concrètement, sur le terrain, j'ai vraiment en fait l'impression que ça ne suit pas. Hier, je parlais à une logisticienne sénégalaise qui devait envoyer un conteneur de Dakar vers Abidjan. Elle a pleuré tellement que c'était compliqué. C'était plus facile pour elle d'envoyer son conteneur depuis Anvers vers Abidjan que de l'envoyer de Dakar vers Abidjan. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ce Zéleka, on a mis la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des freins sur l'infrastructure, sur les dispositifs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu travailler ces points de douleur avant de mettre en place cette zone de libre-échange continental pour arriver à des résultats concrets? C'est ça ma question, carrément. Merci. Merci de cette bonne question. Donc, ça nous fait une petite dizaine de questions. Et donc, on va faire un dernier tour de table. Et chacun répond aux questions qui lui sont adressées, et éventuellement qui ne lui sont pas adressées. Yves. Oui, très rapidement sur est-ce que la crise sanitaire nous a entraîné dans un nouveau paradigme? Non, je ne dirais pas ça. Par contre, elle l'a accéléré. C'est-à-dire que
évidemment, la transition environnementale est très, très présente. Et vous évoquiez l'aluminium. Ce changement de paradigme, c'est l'aluminium bas carbone. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai pour d'autres métaux. C'est un enjeu fondamental sur l'acier qui est exacerbé avec la crise énergétique que l'on connaît en Europe, mais également en Asie. Donc là, il y a un changement de paradigme. Alors attention, parce que derrière ce changement de paradigme, il n'y a pas que de la vertu absolue. La grande histoire de l'aluminium, c'est les six majors, donc c'est Alcoa, Alcan, Reynolds, Kaiser, Alu-Suisse et Pechiney, qui, au cours des années 70 puis 80, se sont fait battre à plat de couture par la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine a énormément investi, et ça fait écho à ce que je disais sur la transformation en matière de recherche et développement sur l'électrolyse. C'est finalement l'intensité énergétique la plus faible. C'est de la subvention sur les tarifs d'électricité. Et puis c'est 80% d'une électricité générée par du charbon. Et ça, évidemment, c'est plus possible, alors que les autres pays, c'était de l'hydroélectricité. Donc on a un effet en fait de balancement, on revient à des fondamentaux du marché, toute proportion gardée bien évidemment, des années 80. Donc ça, c'est un point important, et ce sera vrai pour l'ensemble des matières premières autour de la responsabilité sociétale, de la transparence, de la sobriété. On parle de transition environnementale, mais de la sobriété en eau, de la sobriété en électricité. Donc ça, c'est un point qui est clé, mais je pense que c'est vraiment un accélérateur. Par rapport à la question autour de la satisfaction, par rapport à la question sur la satisfaction des besoins en eau, en électricité, ça évidemment que c'est une question qui est fondamentale. Permettez-moi de répondre un tout petit peu à côté par rapport à ce que vous évoquiez. Je le redis, la question de la génération électrique en Afrique, c'est un énorme sujet. Et dans ce qu'on évoque autour du renouvelable, bien évidemment que les renouvelables ont un rôle essentiel à jouer. On voit énormément de choses qui sont faites en Afrique de ce point de vue-là. Moi, je m'interroge quand même sur la place du gaz naturel, et notamment dans les partenariats sud-sud. On l'a vu entre le Nigeria, par exemple, et le Maroc. Je pense que dans une stratégie de fast-track de la transition environnementale, le gaz naturel a un avenir, et donc c'est autant d'opportunités peut-être avec les contraintes, mais pour les pays africains. Très rapidement sur le trader, ce n'était pas une question qui m'était adressée. Je serais curieux d'avoir vos sources de 15%. J'avoue que je ne saurais même moi pas trop mesurer cette marge, mais attention en fait à ne pas voir, même si c'est quelque chose qu'on entend très souvent, et la question est très compliquée, je ne voudrais pas donner de réponse simple, mais finalement le trader comme celui qui prend et qui finalement spécule, c'est vraiment une fonction complexe, le trader. Économiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a la capacité à acheter à un prix élevé, revendre à un prix faible et avoir une marge, mais cette marge elle reste très faible parce qu'il a accès au marché financier. Et finalement, le trader, c'est celui qui a ce portefeuille international, qui sait acheter au bon prix, qui sait revendre au meilleur prix. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a une réflexion peut-être à avoir sur le développement de cette fonction négoce par des opérateurs africains. Quand on parle de transformation locale, c'est évidemment une question centrale, mais n'oublions pas le rôle de la fonction commerciale. Voilà. Merci, Emmanuel. Oui, beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. Je vais prendre d'abord la question sur la dette de CACO pour dire que moi, mon sentiment, et après toutes ces années de travailler avec ces pays, je crois que c'est simple. Quand on emprunte, il faut rembourser. J'ai eu la chance, quand j'étais à la Banque mondiale à Washington, de faire l'allègement de la dette du Niger dans le cadre du PPTE renforcé, donc le point de décision et le point d'achèvement. Et avec des collègues du FMI, quand on a fait l'allègement de la dette du Niger, on leur a même donné ce qu'on appelle le topping up, c'est-à-dire en fait un allègement au-delà même de ce qui devait être espéré, parce qu'on a justifié qu'il y avait un choc exogène sur le prix de l'uranium, dans le cadre donc, de l'initiative PPTE, mais également dans le cadre de l'initiative donc, du MDRI, c'est-à-dire la Multilateral Debt Relief Initiative, c'est-à-dire l'initiative donc, d'allègement de la dette des multilatéraux. Mais quand on a observé, et d'ailleurs j'ai également participé à l'allègement de la dette pour la RDC, 12 milliards de dollars, le Niger c'était 243 millions de dollars d'allègement de la dette, la RDC plus de 10 milliards de dollars, l'Éthiopie, tous ces pays.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a allégé les dettes, mais en 2000 et 2015, la dette est revenue plus forte. Il y a eu, c'est vrai, le boom, le super cycle des matières premières, autant pour moi, et les pays ont appliqué des politiques malheureusement pro-cycliques. Pro-cycliques, c'est-à-dire déficit budgétaire, financement des investissements dans tous les sens. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose de tout le temps demander des allègements de la dette. Pourquoi je dis ça? Regardez ce qui s'est passé. Quand on a mis en place l'initiative du fameux cadre commun, le Common Framework, c'est-à-dire cadre commun donc, de traitement de la dette. Il n'y a que 3 pays africains qui ont, n'est-ce pas, accepté d'y participer, en fait, de faire des demandes. L'Éthiopie, par exemple, l'Éthiopie était tout de suite rétrogradée par les agences de notation, tout de suite. Et ça vous donne l'idée que le danger, le signal qu'on donne au marché à chaque fois, de souvent chercher des allègements de la dette, ou même des effacements de la dette, n'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la communauté internationale, le G20, cette fois-ci, n'a pas utilisé l'approche PPTE, mais plutôt une approche de suspension du paiement du service de la dette et aller essayer d'amener également le secteur privé. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut enseigner aux Africains à, comment dirais-je, bien gérer leurs finances publiques. Et c'est aujourd'hui tous les débats à la BAD. Et comme je disais tout à l'heure, la BAD n'était pas vraiment, ne travaillait pas beaucoup sur les questions de la dette. Et là, on voit l'évolution aujourd'hui. C'est devenu, comment dirais-je, un sujet majeur. Et surtout qu'on est allé la question donc, de la gouvernance. C'est pour ça que je disais encore tout à l'heure que le rapport de la BAD, les perspectives d'Afrique 2021, insiste sur à la fois les questions de gestion de la dette, mais également aussi la gouvernance de la dette. Et d'ailleurs, le président Adesina l'a dit clairement, quand il disait, bon, donnez-nous encore, aidez-nous pour une dernière fois, on ne veut pas un free pass, on ne veut pas un free lunch. Il faudrait que les pays sachent, n'est-ce pas, regarder dans leurs finances publiques. Alors, l'autre question qui était posée par rapport à la dette, c'était de dire, oui, mais les pays africains, la dette n'est que de plus de 70% du PIB. C'est vrai que le Japon, c'est plus de 200% du PIB. Les pays comme les États-Unis ont des dettes très... Mais ce n'est pas à comparer. Les États-Unis, même s'ils s'endettent, ils peuvent faire ce qu'ils ont fait en 2008-2009, le quantitative easing. Ils utilisent donc, ils injectent des liquidités, ils peuvent créer comme ils veulent. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire ou même le Nigeria ne peut pas faire ça. Donc, pour nous, c'est un problème de s'endetter. Je crois que c'est un véritable problème, surtout en termes de signal et surtout le fait qu'il y a des agences de notation, comme vous connaissez, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, qui, n'est-ce pas, notent les pays. Donc, c'est un mauvais signal. Je pense que ça, c'est une question qu'il faudrait adresser. Bon. Deuxième question qui a été posée sur qu'est-ce qui a changé véritablement. Est-ce que la question sur l'industrialisation, ce que fait la BAD, comme vous le savez, l'industrialisation, c'est le 4e high five de la BAD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. D'ailleurs, en novembre, il y a ce qu'on appelle le Industrialization Day, donc la journée donc, sur l'industrialisation, où le président Adesina va intervenir lui-même pour dire qu'aujourd'hui, par exemple, la BAD essaye d'investir massivement, de pousser les pays à investir massivement dans les infrastructures, l'électricité, aider les entreprises, les chaînes de valeur. Ça devient des agendas importants pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait une transformation structurelle des pays. Il y a également toute la question agricole que l'on aborde. Sur la ZLK, je crois que Kako a donné des éléments importants. Vous avez dit, madame, qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Bon, peut-être qu'effectivement, mais en parallèle, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il y a également des efforts qui sont faits pour notamment les petits producteurs, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures, pour que la zone de libre-échange ne devienne pas une utopie. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par la BAD, notamment on réunit même les gens du secteur privé, essayer de financer ces investissements qui vont accompagner la zone de libre-échange. C'est vrai que le Covid a aussi stoppé beaucoup de choses, mais il y a quand même à ce niveau une reprise. Enfin, le dernier point, c'est repenser la manière. Est-ce que aujourd'hui la BAD insiste sur la façon de repenser, comment dirais-je, les économies africaines, ou alors je n'ai pas bien compris, bien peut-être le mot de pensée, est-ce qu'il a changé? Je crois qu'effectivement, il y a un changement net aujourd'hui dans l'institution. Bon, moi, je dois avouer, les professeurs Patrick et Sylvia Guillaume connaissent mieux que moi la BAD. Je dois avouer que j'ai passé trop de temps à l'étranger, n'est-ce pas? Comme vous savez,
20 ans aux États-Unis, à la Banque mondiale, le FMI. J'arrive à peine, je ne peux pas avoir la prétention de bien connaître la BAD. Ça ne fait que 2 ans que je travaille pour la BAD. Je connais bien la Banque mondiale, je connais bien le FMI. Bon, mais ce que j'ai vu à l'intérieur de la BAD aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a un changement même du mode de fonctionnement. On voit aujourd'hui le président Adesina clairement parler avec les leaders africains, notamment sur cette question de la dette, qu'on n'a pas vu il y a encore 3-4 ans, ou même il y a même 2 ans. On le voit aujourd'hui, c'est des débats importants où il dit, écoutez, vous deviez pouvoir mobiliser vos recettes internes. Ça, c'est important, il faut mobiliser les recettes internes. Vous ne devez pas continuer à vous endetter. Il faudrait que vous mettiez la maison en ordre. Donc, il y a tout un département, par exemple, aujourd'hui de la gouvernance, qui regarde les questions de gouvernance à la BAD. Et comme je le disais tout à l'heure, il est en train de mettre en place ce fameux mécanisme africain de stabilité financière, pour un peu ce qui est fait en Europe, hein, le mécanisme de stabilité financière européen, ou même ce qui est fait, par exemple, par les BRICS, etc. Donc, de dire qu'aujourd'hui, il faut prendre cela en main parce que la crise de la dette risque, n'est-ce pas, peut-être de compromettre à moyen terme, n'est-ce pas, la reprise des économies africaines. Donc, je crois qu'il y a une évolution quand même très favorable que je voulais souligner ici. Encore une fois, je ne connais pas très bien, il faut dire la vérité. Je n'ai pas une bonne maîtrise de ce qui, comment dirais-je, de toute la politique de la BAD, mais c'est ce que j'ai observé depuis 2 ans que je travaille pour l'institution. Merci. Merci Emmanuel. François, quelques questions adressées. J'en ai noté 2. Voilà. Merci monsieur pour votre question sur la préparation du sommet UE-UA, qui me permet effectivement, parce que j'étais un peu rapide, de rappeler que la préparation, bien entendu, de ces sommets, elle se fait dans chaque organisation concernée, c'est-à-dire au sein de l'Union européenne, au sein de l'Union africaine, et entre les deux, il y aura d'ailleurs une réunion ministérielle à Kigali le 25 ou 26 octobre prochain pour préparer justement ce sommet qui se tiendra normalement au début de l'année prochaine. Et donc, ce que je voulais simplement passer comme message, c'était l'idée qu'il y avait de profiter d'une certaine dynamique, parce que le dernier sommet, de l'avis de tous, donc ce n'est pas votre serviteur, à Abidjan en 2017, pour différentes raisons, n'a pas laissé de souvenirs indélébiles. Et l'idée était de renouveler un peu les choses dans ce dialogue, ce partenariat renforcé entre l'Afrique et l'Europe, et de saisir l'occasion de ce sommet, et surtout de la dynamique créée effectivement grâce notamment aux efforts français, et en tout cas au sommet qui s'est tenu à Paris récemment, en mai dernier. Et donc, sur cette lancée, si je puis dire, de faire partager un certain nombre de pistes pour justement le renforcement de ce partenariat. Mais il est clair qu'il n'y a pas de diktat dans l'ordre du jour et qu'il y a un processus, effectivement, qui est engagé comme pour tous les sommets entre l'Afrique et l'Europe, l'Union africaine, l'Union européenne, préparer ce sommet à venir. Sur la question, monsieur, du Tchad, sur la présence française, je ne suis pas fonction de porte-parole quelconque, mais je crois simplement, si je peux me permettre, qu'il y a une volonté tout à fait nette qui a été associée au discours de Ouagadougou du président de dire que la France doit sans doute renouveler sa relation avec l'Afrique, avec toute l'Afrique, y compris l'Afrique anglophone. Il l'a montré amplement par ses déplacements, que ce soit au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya et dans différents pays, au Ghana. C'était son premier déplacement d'un président de la République française au Ghana, qui est le premier pays africain indépendant en 1957. C'était le président Macron qui l'a fait 60 ans après. Donc il y avait cette volonté plus que symbolique de montrer qu'on parle à toute l'Afrique et puis que la France, derrière l'Europe, mais lui, là, c'était au titre de la France dans le cadre du discours de Ouagadougou. Cela étant, je ne sais pas si ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos sur il n'y a pas de stratégie française en Afrique, etc., où on ne s'occupe pas assez de francophonie. Je crois que vous ne pouvez pas trop dire ça. Le président Macron a eu l'occasion à plusieurs reprises, il le montrera à Tunis lors du prochain sommet, de montrer son attachement à la francophonie en Afrique. Et d'autre part, et sans rentrer dans les détails, nos entreprises et les projets, y compris soutenus par le gouvernement français, sont encore très très nombreux, des projets structurants dans un certain nombre de grands partenaires francophones d'Afrique, de la France. Merci.